Électrochoc, le podcast des électrons libres. La gestion de l'eau, c'est pas sourcier. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'eau, une ressource vitale qui fait souvent la une avec des chiffres alarmants. Exactement, Max. On entend partout des choses comme « les data centers ont pompé 560 milliards de litres d'eau » ou « 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres ». Ces chiffres sont impressionnants, mais ils peuvent aussi être trompeurs. C'est le point crucial. On a tendance à penser à l'eau comme on pense au pétrole ou au charbon, une ressource qu'on extrait d'un stock qui s'épuise. Mais l'eau, ce n'est pas ça du tout. Absolument, l'eau suit un cycle. Elle s'évapore, forme des nuages, retombe en pluie et ainsi de suite. Elle revient toujours. Une tonne de charbon brûlé, elle, disparaît pour de bon en contribuant au réchauffement climatique. L'eau, non. Donc, au lieu de raisonner en stock, il faut raisonner en flux. La vraie question n'est pas combien on prélève au total, mais plutôt où on prélève, à quel moment et surtout à quelle vitesse la nature peut renouveler cette eau à cet endroit précis. C'est ça. Si on prélève plus vite que le système ne se recharge, on crée un déséquilibre, un stress hydrique. Mais si on prélève moins que ce que le milieu peut supporter, il n'y a pas de problème. C'est une question de rythme et de contexte. Et quand on parle de problèmes ou de risques, il n'y en a finalement que deux principaux. Le premier, c'est le conflit d'usage. Oui, quand plusieurs acteurs, agriculteurs, industriels, particuliers, veulent la même eau au même moment. Ça peut mener à des restrictions, voire à des pénuries pour certains. Le deuxième risque, c'est l'atteinte aux écosystèmes. Si on puise trop d'eau dans une rivière ou une nappe, on peut mettre en danger la faune et la flore qui en dépendent. Pour que ce soit plus clair, on peut prendre des exemples concrets. Commençons par le plus simple, une rivière. Bonne idée. Dans une rivière, l'eau coule, elle est en mouvement constant vers la mer. Un prélèvement a donc un effet immédiat. Si le débit de la rivière est élevé, par exemple après de fortes pluies, prélever un peu d'eau n'a quasiment aucun impact. En revanche, en plein été, quand le niveau est bas, chaque litre compte. Retirer de l'eau à ce moment-là peut assécher une partie du lit, réchauffer le restant et nuire aux poissons et à tout l'écosystème, jusqu'à l'estuaire. C'est pour ça qu'on a mis en place des outils de gestion très précis, comme les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Ils définissent des seuils. Oui, il y a le débit d'alerte où on commence à limiter certains usages non prioritaires. Et si le niveau continue de baisser, on atteint le débit de crise. Là, seuls les usages essentiels sont autorisés, l'eau potable, la sécurité civile et les besoins vitaux des milieux naturels. Et ces seuils ne sont pas fixés au hasard. Ils sont décidés localement, en concertation avec tous les acteurs et sur la base d'expertise scientifique. C'est un système robuste et fiable. Passons maintenant à l'eau qu'on ne voit pas, les nappes phréatiques. Il en existe deux grands types. D'abord, les nappes dites inertielles. Inertielle, ça veut dire qu'elle réagit très lentement. Pensez à une énorme éponge souterraine qui se remplit et se vide sur des mois voire des années. Le bassin parisien, par exemple, repose sur une nappe de ce type. Quand on pompe dans une nappe inertielle, il n'y a pas d'effet immédiat sur les rivières ou les écosystèmes en surface. C'est comme puiser dans un compte épargne. Le risque, c'est de dépenser plus que ce qu'on gagne. Exactement. Si on prélève plus que ce que la pluie recharge chaque année, on vide lentement mais sûrement la nappe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on surveille ça de très près. Oui, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, publie des bulletins réguliers sur l'état des nappes. Si elles sont pleines, on peut les solliciter. Si leur niveau est bas, on lève le pied. Cette surveillance permet d'anticiper et de gérer la ressource sur le long terme. Et puis, il y a l'autre type de nappes, les nappes réactives. Celles-ci, c'est tout l'inverse. Elles sont souvent peu profondes et très connectées au cours d'eau. Elles réagissent très vite à la météo. Elles se remplissent dès qu'il pleut et se vident rapidement en période de sécheresse. C'est dans ce contexte qu'on entend parfois parler des fameuses méga-bassines ou retenues de substitution. Le principe est justement adapté à ce type de nappe. Tout à fait. L'idée, c'est de prélever de l'eau dans ces nappes réactives uniquement en hiver, quand elles sont pleines et que l'eau est abondante. On évite ainsi de pomper en été, au moment où la nappe et les rivières qui en dépendent sont les plus fragiles. Et ce pompage hivernal est lui-même très encadré. Il n'est autorisé que si les niveaux de la nappe sont suffisamment hauts pour s'assurer qu'on ne compromette pas l'équilibre du milieu, même avec un léger décalage.
En résumé, on ne pompe que quand il y a un surplus pour l'utiliser quand il y a un manque. C'est une gestion intelligente du flux adaptée au contexte local. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tous les prélèvements d'eau ne se valent pas. Pomper dans une rivière en crue ou une nappe pleine en hiver, ce n'est pas du tout la même chose que de pomper dans un cours d'eau à sec en plein été. L'eau n'est pas une ressource à diaboliser, mais une ressource à gérer avec intelligence et précision. Et contrairement à une idée reçue, on a en France des outils et des réglementations qui permettent de le faire de manière assez fine et concertée. L'enjeu n'est donc pas d'arrêter d'utiliser l'eau, que ce soit pour l'agriculture ou l'industrie, mais de le faire au bon moment, au bon endroit et dans le respect des règles collectives qui protègent la ressource et les écosystèmes. Exactement. Il s'agit de s'adapter, d'innover et de faire confiance au système de gestion que nous avons développé. L'avenir de l'eau, c'est avant tout une question de bonne gestion. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.